Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va parler à travers les Flandres, épreuve belge qui est toujours un petit peu sous-côté. C'est-à-dire que c'est quand même une épreuve qui est déjà lieu le mercredi, c'est un peu comme le Samin qu'on lieu en semaine, ces épreuves-là, et c'est quand même pas du niveau du Grand Prix E3 de Gand-Wevelgem ou du Het Volk, enfin du Het Nieuwsblad. C'est quand même un ton en dessous à travers les Flandres. Pour vous dire, ça ne fait que 180 km comme classique. Cette année, on a quand même roulé extrêmement vite, puisque moins de 4 heures de course, à 45 de moyenne, ça fait quand même mal aux pattes. Et puis surtout les températures qu'on jouait avec des conditions estivales en Belgique pour cette course. On fera bien entendu le top et flop et puis le bilan des Bleus, mais avant tout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Alors, la petite cloche n'est pas obligatoire, n'hésitez pas à partager également cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire quel coureur, quel bleu vous a impressionné sur cette course et puis si vous avez été déçu par un coureur ou qu'un coureur vous a véritablement surpris. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Je vais pas faire d'habillage, on va essayer d'aller assez vite sur cette vidéo parce que là j'ai accumulé un petit peu de retard pour tout vous dire au niveau de l'upload. Du côté des Bleus, moi j'ai voulu saluer la belle deuxième place de Christophe Laporte. Et pourquoi saluer cette belle deuxième place de Christophe Laporte? Parce qu'il a été la chercher vraiment avec les cuisses, quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté d'un sprint. Il a été à l'attaque, il a été dans ce fameux deuxième groupe où vous aviez des coureurs de talent comme Van Avermaet. Alors après, c'est dommage que dans ce groupe-là, on se soit jamais vraiment entendu pour aller chercher la gagne. Dans le groupe Barguil, Sénéchal et c'était Campanart qui est également dans ce groupe-là, qui a un peu foutu la merde, Campanart. Parce que je pense qu'ils étaient en capacité d'aller chercher Van Baarle. Mais ensuite, même quand ils ont été repris par le peloton, bien lui, il est ressorti derrière pour faire le kilomètre et demi et pour reprendre cette deuxième place et faire un podium. Et c'est important de voir que Christophe Laporte, il a les qualités d'un coureur de classique, c'est-à-dire que c'est un coureur qui grimpe quand même plutôt bien, il a une bonne pointe de vitesse. Alors, parfois, il ne sait pas toujours bien se placer et être intelligent dans la course, mais là, il a montré qu'il pouvait faire de très belles choses. C'est un coureur qui roule bien. On l'a toujours dit, Christophe Laporte, c'est un des sprinteurs qui roule le mieux. Donc il a toutes les qualités aujourd'hui pour être performant sur le classique et il l'a démontré aujourd'hui. C'est une belle place d'honneur. Et c'est une belle place également pour Cofidis parce que Cofidis, depuis le début de saison, on les voit peu. Là, il y a eu la victoire de Viviani à Cholet-Pays de la Loire. Là, voilà, une nouvelle belle place pour Cofidis. Donc c'est bien, ça commence à démarrer là. Voilà, l'effectif commence à bien se mettre en route. Et puis bon, voilà, quand vous avez des bons résultats, il y a une sorte de cercle vertueux, comme on pourrait dire en économie, qui se met en place. Et après, souvent mentalement, ça va mieux. On a un peu moins de pression. Il y a toujours une pression dans une équipe pour aller chercher la première victoire de l'année. Après, il y a un peu moins de pression, donc on roule un peu plus libéré. Et puis ça va de mieux en mieux. Et on trouve vraiment des bons repères. Voilà, Christophe Laporte. Et puis chez Cofidis, Christophe Laporte, il a l'avantage, c'est que c'est le leader parce qu'il n'y a quasiment pas d'autres coureurs qui ont le niveau de Christophe Laporte. Donc il se retrouve un peu esselé. Mais l'avantage, c'est que quasiment tout le monde roule pour lui. Donc satisfaisant, cette deuxième place de Christophe Laporte. Un autre Français a fini dans le top 10, c'est Anthony Turgis. Encore une fois un top 10. Il les accumule sur la classique flandrienne. Je pense que c'est le coureur qui aux avant-postes a été quasiment le plus régulier, je dirais, dans les top 10, parce qu'il est encore là, il est encore présent. Après son gros numéro dans le final de Gand-Wevelgem, là il a fait un petit sprint final. Dommage pour Turgis, encore une fois, c'est la faiblesse de son équipe. Total Direct Energy, on va me dire que je tape toujours sur les mêmes, mais bon... Total Direct Energy, là encore sur cette course-là, il n'y a personne pour l'aider. Je crois que Terpstra finit à 4 ou 5 minutes. Godin, Adrien Petit, on se demande... Enfin après, Godin, Adrien Petit, c'est-à-dire que les mecs... un pont, c'est déjà trop dur pour eux en termes de côte. Donc autant vous dire que sur ce genre de course, c'est un peu compliqué pour passer les monts pavés.
C'est vrai que Damien Gaudin, ses meilleurs résultats, il les a toujours fait à Paris-Roubaix comme Adrien Petit, hein, il faut le dire. Quand Adrien Petit, les seuls top 10 qu'il a fait sur des grandes classiques flandriennes, je crois que c'est sur Paris-Roubaix, je n'ai pas souvenir que sur un Tour des Flandres, il ait fait un top 10 peut-être, à voir, mais sur les courses belges, j'ai toujours eu l'impression qu'il était plus en forme, enfin plus performant à Paris-Roubaix que sur les autres classiques pavés. Et du côté d'Anthony Turgis, bah là encore, il manque du monde, quoi. Et ça sera compliqué sur le Tour des Flandres s'il n'a pas des coureurs avec lui un peu plus solides. Mais bon, c'est dommage parce que les noms sont là. Les noms se font tu sais, sur le papier, tu vois, quand tu vois les noms, tu te dis, si tu t'y connais pas, si t'as pas trop regardé de cyclisme sur les 2 dernières années, tu te dis, pourquoi ça gagne pas? Il y a Boissenhagen, il y a Tepstra, il y a même Adrien Petit, tu vois, ce sont des coureurs intéressants, quoi. Oui, mais le problème, c'est que depuis 2 ans, ces coureurs-là, ils ont rien fait. Et donc Turgis, il se retrouve seul. Mais c'est... Enfin là, il y a eu... je sais pas si c'était pas encore Van Gestel qui était là. Il y avait un autre Total Direct Energy, mais bon, à 2, tu peux pas revenir, quoi. Faut être raisonnable. Ils influent pas sur la course aujourd'hui, Total. Et ça serait bien qu'ils influent, enfin, qu'ils soient un peu plus acteurs de ces courses-là. Je continue avec un 3e coureur au top, surprenant, Warren Barguil. Mais quand je dis que Warren Barguil doit se concentrer sur les classiques ardennaises et peut-être sur les flandriennes, j'avais dit je ne savais pas son niveau sur les pavés. Parce que c'est un coureur qui grimpe bien, mais qui a surtout une bonne pointe de vitesse. Parce que je rappelle que quand il est champion de France, il est champion de France au sprint. Et je crois que c'est Dorian Godon qui est 2 ou 3, un truc comme ça. Il n'est quand même pas le plus mauvais au niveau des sprints. Je sais plus, je crois que c'est Dorian Godon qui est 2 à l'époque. Bon, on connaît les qualités de Barguil, quoi. C'est un coureur qui en plus est assez à l'aise avec un vélo. Parce que je pense qu'il a dû faire du cyclocross pendant son enfance. En Bretagne, souvent, il y a quelques... On fait souvent un petit peu de cyclocross dans ces régions-là de France. Et puis, oui, il sait très bien rouler. Et là, il se retrouve dans le 2e groupe. Solide, encore une fois, solide. Dommage qu'on lui prépare pas sa saison pour qu'il soit performant sur les Ardennaises et les Flandriennes, parce que je pense que... Bon, là, c'est peut-être le cas cette année, vous allez me dire, parce que s'il est en forme sur ces courses-là, il avait l'air d'être plutôt bien, il sera peut-être en forme également au mois de mi-avril, enfin un peu plus, quand vous avez les classiques ardennaises. Mais c'est vrai qu'il a le profil pour ces courses-là. Son pic de forme, il doit être à ce moment-là de l'année. Surtout que chez Arkea, on a Quintana. S'il n'y avait pas Quintana, je dirais oui, bon. C'est vrai que c'est quand même le Tour de France qui est la course majeure pour une équipe comme celle-là. Mais quand vous avez Quintana, vous le mettez sur le Tour, lui, vous le mettez sur les classiques. Et puis, pourquoi pas Barguil pour aider Quintana avec un 2e moment où il arrivera à récupérer un petit peu, à retrouver un peu de forme. Le gros pic de forme serait là au mois d'avril, et un autre petit pic de forme en juillet pour être équipier de Quintana et pour être le lieutenant de Quintana. Ça serait la logique. Mais Barguil, ça fait depuis des années que je dis qu'il doit être sur ces putains de courses. Et là, c'est fou, hein, les résultats sont là. Des fois, je me gourre, pas te mentir. Mais là, je ne me suis pas gouré pour Barguil. Donc ça fait du bien de le voir, oui, aux avant-postes. Alors dommage, la petite échappée s'est fait rattraper. Mais bon, Arkea, on les voit rarement aux avant-postes quand même sur les classiques belges. Genre, il y avait eu le top 10 d'Amaury Capiot, c'était sur le Samin, mais c'est quand même une équipe qu'on voit assez rarement sur ces courses-là. Alors pourtant, ils ont un effectif qui pourrait être intéressant, avec des Dan Backley et autres, Connor Swift, qui pourraient être performants sur ce type de course. On passe au flop du côté des Bleus. Je vais commencer avec AG2R. J'en ai déjà parlé sur Grand Regal Game, donc je vais avoir l'impression de me répéter. Ils sont... Alors, c'est frustrant parce qu'ils sont encore dans le top 10. Van Avermaet fait 7. Mais ils ont couru à contre-temps pendant toute la course. Et là encore, mais à Gand c'était pareil, hein. Ils étaient dans le mauvais groupe quasiment toute la course et ils se font avoir. Là, ils se retrouvent dans le groupe numéro 2. Normalement, il ne doit pas être seul. Van Avermaet. Là, il se retrouve seul, ce qui est un petit peu frustrant, mais quand tu vois la qualité de l'effectif, il devrait être beaucoup plus acteur de la course qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est aussi
des erreurs de la part des directeurs sportifs de cette formation. Les directeurs sportifs, il faut qu'ils s'adaptent au fait qu'avant, ils travaillaient pour être bons sur les grands tours. Donc les analyses tactiques ne sont pas les mêmes, c'est beaucoup plus du travail sur le long terme. Tu fais des plans pour que ça marche sur un jour, mais l'attaque que tu fais ce moment-là, elle doit te servir encore les 2-3 autres jours après derrière. Alors que sur une classique pavée, on est sur de l'instant extrêmement court, c'est-à-dire qu'il faut réagir en 10 secondes. En 10 secondes, il faut dire tout de suite, va chercher Van Barle. Et il faut réagir très vite quand tu es directeur sportif. En sachant qu'il faut réagir vite, sans que tu connaisses tout. Parce que sur ces courses-là, il y en a absolument partout, ça pète dans tous les sens. Et donc tu ne sais pas tout ce qui s'est passé auparavant. Mais il faut être beaucoup plus réactif. Et là, G2R, hein, ça a manqué de réflexion, ça manque encore de vitesse. Et là, je pense que c'est du côté des directeurs sportifs. Et puis on finit avec Stefan Kung, du côté de la Groupama. Il a souffert de la chaleur. On sait que Stefan Kung, c'est pas un homme qui aime forcément les fortes chaleurs. Là, ça s'est quand même un petit peu ressenti. Il faisait quand même plus de 25 degrés. Hein. Donc en plus, même si vous aimez la chaleur, parfois c'est juste l'adaptation aux fortes températures. Il vous faut souvent 2-3 jours pour bien être physiquement sur les fortes températures. Ça le fait à tout le monde d'être un petit peu endormi, d'être un petit peu mou, les 2-3 premiers jours où il fait chaud de l'année. C'est ce qui s'est passé à Stefan Kung, un peu mou, pas de dents en fait, hein. C'est dommage parce qu'il avait fini 6ème de Gand, mais dans des conditions qui étaient beaucoup plus fraîches à Gand. Là, il n'a pas résisté à la chaleur, il a complètement craqué dans le final, et c'est dommage parce que quand chez Groupama démarre, encore une fois pour moi, n'est plus un coureur de classique, on mise quand même tout sur Stefan Kung. Il n'aurait peut-être pas fallu lâcher Marc Sarrou et le laisser partir chez G2R. Parce que Marc Sarrou, sur ce type de course, il savait quand même se débrouiller. Même si Marc Sarrou chez G2R, pour le moment, on n'a pas vu encore l'entièreté de son potentiel. On passe tout de suite aux coureurs au top. Du côté des coureurs au top, moi j'en ai deux. Dylan Van Barle, coureur qui est souvent placé, rarement gagnant, un peu comme Van Mark. Assez similaire. C'est un peu comme Van Mark, c'est un coureur qui va vite mais n'est pas le plus rapide, donc face à des Wout van Aert ou des Van der Poel, il va moins vite qu'eux. Il passe bien les pavés mais moins bien qu'un Van Mark. Il roule bien mais moins fort que les meilleurs sur le contre-la-montre. Donc voilà, c'est un bon coureur mais qui est toujours un petit cran en dessous dans chaque domaine, voyez. Et là, quand vous êtes ce type de coureur, faut partir de loin, faut saisir sa chance. Il est allé au culot, là quand même. Partir à 53 bords de l'arrivée, ça me rappelle le fameux coup de Philippe Gilbert ou Tom Boonen sur Paris-Roubaix. Faut y aller au culot, quoi. Tu pars pas au départ pour gagner la course. Tu pars parce que tu te dis, bon, ça peut relancer l'échappée. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont se faire lâcher à ce moment-là. Et puis ensuite, l'écart a légèrement augmenté, mais bon, l'écart au maximum, il a eu 30 secondes, hein, donc c'était pas un écart non plus énorme sur le groupe de chasse, le numéro 2. Et après, faut être fort mentalement, hein, faut se dire, j'ai attaqué, personne m'a suivi, maintenant 50 bornes, allez, plus que 45, 40, j'ai bien géré son effort, pas oublier de s'alimenter également dans ce type de situation, et la Van Barle a été très très bon. Mais c'est un coureur, encore une fois, qui est très bon. Il sait passer les bosses, voilà, mais toujours un cran en dessous des autres. C'est un peu un Boisson-Hagen, si on devait comparer, c'est un peu comme Boisson-Hagen de la grande époque, mais Boisson-Hagen un peu moins fort dans chaque domaine de compétences. Donc c'est compliqué. Mais là, il a gagné une belle course, et puis chez Ineos en plus, depuis longtemps qu'on n'avait pas gagné une classique. Moi, je me souviens de Yann Stannard. Est-ce que depuis Yann Stannard, ils avaient gagné des classiques ? Est-ce que d'autres coureurs avaient gagné des classiques dans cette équipe ? Est-ce que Ben Swift avait gagné des classiques en sprinter ? Pas souvenir, mais je n'en mettrai pas ma main coupée. Mais pour moi, ils n'ont pas gagné de classiques depuis longtemps. Des classiques flandriennes. Et là, voilà, bon travail de la part de Van Barle. Donc à voir
ce que ça va donner sur les prochaines, sur le Tour des Flandres. Mais il a aussi profité du fait que je pense que les leaders se sont un petit peu regardés et ne voulaient pas se découvrir. Et surtout, les leaders, comme Alaphilippe, ne voulaient pas avoir la pancarte avant le Tour des Flandres. Donc je pense que tout le monde s'est un peu regardé. Il a profité de stratégies de course, mais parfois pour gagner une course, il ne faut pas être forcément le plus fort, il faut être le plus intelligent. Et là, il a montré qu'il était le plus intelligent, il est parti au bon moment. Ensuite, il fallait quand même avoir les jambes, mais il a très bien géré son effort parce que dans le dernier secteur pavé, il était toujours très bien sur son vélo. Donc voilà, très bon travail. Et puis Tim Merlier, pourquoi? Parce que 3e place pour un coureur qui n'est pas forcément un spécialiste des classiques, c'est bien de la part de Tim Merlier. Et puis, moi, ce que j'ai apprécié également, c'est que Mathieu Van Der Poel s'est sacrifié pour Tim Merlier. Il a roulé très très fort pour Tim Merlier pour lui préparer le sprint. Ça montre que dans cette équipe, on n'a pas peur du sacrifice chez Alpecin Phoenix. Et puis également Tim Merlier par rapport à Sylvain Didier. On pensait que plutôt au niveau des sprints, Sylvain Didier prendrait peut-être l'avantage sur Tim Merlier. Eh bien, c'est pas le cas. Très clairement, Sylvain Didier, pour l'instant, on l'a quasiment pas vu depuis le début de saison chez Alpecin Phoenix, et Tim Merlier, il fait du très très bon travail. Donc il faut le saluer, voilà, encore une place d'honneur. Il avait gagné le Samin de très belle manière. Voilà, une nouvelle place d'honneur. Après, on le verra certainement pas sur le Tour des Flandres, mais il sera là quand même pour accompagner Van Der Poel, je pense. On passe au flop, la De Koninck. Pourquoi j'ai 2 flops, c'est 2 équipes. Du côté des flops, c'est la De Koninck, parce que encore raté le coche. Sénéchal est dans le top 10, mais c'est quand même bien maigre. Ils n'ont absolument pas pesé sur la course, et ils sont complètement passés à côté. Alors pour quelle raison? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la peur d'avoir la pancarte, encore une fois, pour le Tour des Flandres, de devoir faire tout le travail? Ou est-ce que c'est juste parce que, avec les fortes chaleurs, Alaphilippe n'était pas au top, et que Sénéchal, ils n'avaient pas forcément trop confiance en lui, après Gand, l'enchaînement des courses, mais comme à Gand, il n'y a pas une énorme cohésion d'équipe, je trouve, et surtout, alors là, contrairement à Gand, on les avait vus se courir après, là on les a quand même très peu vus, les De Koninck. Il fallait sortir la loupe dans le peloton pour les remarquer, à part un moment où dans le final, il y avait Julien Alaphilippe qui était protégé et qui faisait un peu de boulot, je pense, pour Yves Lampaert. Mais les résultats de Koninck cette année sur les classiques flandriennes, ça sera peut-être sauvé par une victoire sur le Tour des Flandres et une victoire sur Paris-Roubaix. Mais pour le moment, si on fait le bilan, c'est quand même bien maigre. Pour De Koninck, on a vu cette équipe-là être beaucoup plus performante. Et puis de l'autre côté, la Bora, quand un être vous manque, votre palmarès en est totalement dépeuplé. C'est le cas totalement avec la Bora. Sagan n'est pas là parce que Sagan a repris très tard, il a repris qu'au Tour de Catalogne, et en plus Sagan a eu le malheur d'avoir la Covid, mais ce qui fait que faut pas s'attendre à ce qu'il soit performant. S'il venait sur le Tour des Flandres, il serait pas là, et puis je crois qu'il a plutôt décidé de faire l'impasse au niveau de son programme. On s'aperçoit que Nils Politt, ça suffit peut-être pas. Et puis Nils Politt, encore une fois, à part Paris-Roubaix, il a un peu le même profil que Damien Gaudin. C'est-à-dire que sur Paris-Roubaix, c'est super, ce profil de coureur très musclé, très costaud. Mais dans les monts belges, c'est un peu moins intéressant. Et puis, tout simplement, une équipe qui n'est pas très forte, qui a perdu également des éléments, qui sont partis dans d'autres formations. Il manque... Il manque du talent, j'ai l'impression, chez les équipiers. Mais surtout, certains coureurs, me semble-t-il, n'ont pas l'air en grande forme. Et puis, peut-être que la cohésion du groupe, c'est vrai que ça gagne, il y a cette faculté de créer la cohésion dans le groupe. Et j'ai l'impression que là, on voit des individualités, mais qui ne courent pas en osmose. Et que Politt n'arrive pas à créer cette sensation de course, de groupe, et n'arrive pas à être le leader forcément de cette formation, alors qu'il a des qualités sur les pavés. Mais alors peut-être aussi qu'il n'est pas en très grande forme, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas vu, mais encore une fois, c'est un coureur qui est quand même assez atypique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Allez, ciao ciao!